Le visage de la mort. Alors qu'il semblait que leurs épreuves étaient derrière eux, les croisés Akchiens et leur cité naissante subirent un assaut des sous-mondes de Chiche. Sous l'égide du sorcier spectral Rekenor, les Antenuis se déversèrent des entrailles de Cendremont pour offrir les âmes des vivants à leur maître, Nagash. La pontifex Zenestra servait la cause du dieu roi depuis fort longtemps, mais elle n'avait jamais paru aussi cadavérique que quand elle eut vent de l'offensive des Antenuis. Pour la première fois depuis le début de la croisade de la comète, le masque de certitude absolue qu'elle affichait se fissura pour révéler la femme exténuée qu'elle était. Mais la grande roue n'accordait pas souvent à ses disciples les luxes du temps ou du repos. Malgré sa lassitude, la pontifex n'hésita pas une seconde. Alors même qu'une lueur émeraude contre nature se mit à éclairer les habitations à demi construites et les résidents terrifiés de garde-braise, elle donna l'ordre aux métallites fortifiés de se tourner pour braquer leurs batteries de canons sur la grande basilique de Cendremont. Les éophores saisirent leurs fusils, leurs boucliers et leurs sabres, et rejoignirent leur formation castellaine. C'est alors que se déversa des catacombes montagneuses la marée éthérée, une masse de raclechênes hurlants et de faucheurs mornes-âmes dont le regard brûlait de haine si intense que plus d'un homme-fer lâcha ses armes et tourna les talons. Cela ne les sauva pas. Des cavaliers fantomatiques poursuivirent ceux qui prenaient la fuite, franchissant murs et portes pour rattraper leurs victimes. La vague de non-morts engloutit les formations des hommes-fer les plus proches. Des lames rouillées, aussi froides que la tombe, transpercèrent les armures pour s'enfoncer dans la chair, et les soldats de Sigmar s'écroulèrent comme des marionnettes dont on aurait sectionné les fils. Les fusils et les canons crachèrent leurs furieuses réponses, et de ci, de là, de petites poches de Antenuis explosèrent en ectoplasme, mais beaucoup de projectiles traversèrent la masse fantomatique sans causer le moindre dommage. La ligne des croisés vacilla. Les hommes et les femmes, désarçonnés par cet ennemi que leurs épées semblaient ne pas atteindre, en effet, seuls ceux dotés d'une foi et d'une détermination à toute épreuve pouvaient blesser les esprits. Ainsi, les ailés flagellants de Zenestra s'avérèrent être une arme vitale, car ils se jetaient sur les Antenuis sans crainte. En chantant à tue-tête des hymnes tout en frappant de la fureur du juste, leurs fléaux et leurs brandons, tout simples qu'ils fussent, déchiquetèrent la chair spectrale de ces épées finement aiguisées que les épées finement aiguisées n'avaient pas su entamer. La ferveur qui consumait les guerriers et les poussait à continuer le combat, même lorsqu'en leurs compagnons périssaient, acceptant avec joie leur anéantissement, si cela permettait de chasser ces esprits impurs des terres de Sigmar. Zenestra encourageait ses ouailles depuis son siège. Ses éclairs de foudre céleste abattant des spectres qui flottaient dans les airs. Mais malgré les exhortations de leur prêtresse, les fidèles ne purent arrêter les spectres. Une lueur morbide dans le ciel annonça l'arrivée de Rekenor, le sombre chantre, monté sur son coursier, Kilaron, et suivi par un flot d'esprits désincarnés. La peur se mua en terreur quand le sombre chantre chargea droit sur le palanquin de Zenestra.
Abattant sans pitié les mortels avec sa faux, Rekenor conjura des vortex spectraux pour arracher les âmes à leurs enveloppes mortelles avant de les déchaîner, folles de douleur, sur leurs anciens camarades. Les gouffres incandescents qu'étaient ses yeux se posèrent sur la matriarche de la Grande Roue. Le sombre chantre survola les humains désespérés, abaissant sa faux de sorte que son fil maudit tailla un sillon sanglant dans leur rang et se réjouissant de voir les âmes s'échapper de leur corps suppliciés. Kilaron ignorait les balles qui traversaient ses flancs éthérés. Il atterrit devant le palanquin de la dirigeante des Sigmarites, la matriarche, qui s'imaginait à l'abri des griffes de la mort. « Tu as défié la volonté implacable du nécromancien », annonça Rekenor d'une voix sépulcrale en pointant sa proie du doigt. « Tu as cherché à priver mon maître de son dû. Ton âme lui revient de droit et je suis venu la chercher. » L'humaine le fusilla du regard sans la moindre trace de crainte dans ses yeux chassieux. « Va-t'en, esprit damné, dit-elle, ou tu seras écrasé par la Grande Roue. » Rekenor était incapable du moindre humour, sinon il aurait trouvé une telle obstination amusante. Après tout, le sombre chantre avant lui-même jadis cru que le destin de l'humanité était d'échapper aux chaînes de la mortalité. Désormais, il pensait simplement que la bravoure futile de cette Zenestra s'effacerait devant les tourments éternels qui l'attendaient. Il porta la main à l'encolure de Kilaron, sa monture, où crachotaient des flammes de pure magie du trépas de 4 chandelles de suif. Il marmonna les paroles d'une antique malédiction qu'il avait employée pour faucher des milliers d'âmes au nom de Nagash. « Justice est rendue, fausse prêtresse », annonça-t-il. Il pinça la mèche d'une chandelle pour l'éteindre. Mais quand il porta son regard sur le palanquin de Zenestra, s'attendant à y trouver un corps sans vie, il vit qu'elle le fusillait toujours du regard. « Impossible !» s'exclama-t-il d'une voix grinçante. Pontifex leva les mains vers le ciel, et un éclair d'un blanc immaculé heurta Rekenor en pleine poitrine. Pour la première fois depuis bien des années, la douleur le parcourut, et le spectre sorcier éperonna Kilaron pour qu'il s'envole avant que d'autres éclairs ne le frappent. Son âme noire brûlait de colère, et cette émotion familière s'accompagnait d'une pensée troublante. Le pouvoir qui animait cette prêtresse desséchée était à l'épreuve de la magie de Rekenor. Aussi, le sombre chantre battit en retraite et regagna les forteresses de Cendremont. Il soignait son orgueil blessé en se disant que la victoire lui était encore assurée. Sous garde-braise, un brasier nécrotique couvait. La ville brûlerait, et cette misérable Zenestra périrait avec elle. Le réservoir souillé. La source de la malédiction du sang réal, un immense réservoir souterrain d'eau corrompue relié à un réseau d'approvisionnement de la ville, avait été découverte. Maintenant qu'ils connaissaient leur cible, Calice et Tôle, et leur petite bande faisaient désormais face à une horde de mange-chairs enragés. Sur ordre du veilleur Eggman Gueulet, les chasseurs du corps d'éclaireur ouvrirent le feu et les carreaux d'arbalète volèrent. Les goules tombèrent par dizaines, le corps criblé de projectiles. Ceux qui échappaient à la grêle mortelle étaient plaqués au sol par des masses de fourrure et de muscles.
Les chiens courants faisaient ce pourquoi ils avaient été dressés, à savoir égorger et éventrer en s'agrippant à leur proie jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger avant de passer à leur victime suivante. Mais l'ennemi paraissait innombrable. Peu à peu, les chasseurs disparaissaient sous une masse de griffes jaunâtres. À mi-hauteur de la tuyauterie luisante de sang de la station de pompage, Armand Calice jurait et transpirait profusément pour se hisser à la suite de Révegna et de Tôle. Le trio finit par atteindre une plateforme en demi-cercle où se trouvait un bunker auquel étaient reliées les conduites. À l'intérieur, ils trouvèrent un pupitre et des leviers entièrement couverts de sang, de lambeaux de peau et de viscères en décomposition. Tôle surmonta son dégoût et entreprit d'abaisser les leviers. Un rugissement secoua la plateforme et des jets de vapeur jaillirent de l'enchevêtrement métallique au-dessus de leur tête. D'en bas, leur parvint un effroyable cri indigné. Calice regarda par la fenêtre de la salle de contrôle et faillit être défiguré par des cerfs jaunis. Il tomba en arrière et se cogna violemment la tête au sol. La silhouette blafarde du roi des Goules bondit devant la casemate. Dardant un regard meurtrier, il tendit le bras à travers la fenêtre pour attraper le manteau de Lissa et la tirer à travers la vitre. Calice braqua ses pistolets et cribla le monstre de plomb. Celui-ci hurla et bascula dans le vide en lâchant sa proie. Calice aida Lissa à se relever. L'espace d'un instant, ils pensèrent que le chef des Goules avait peut-être été mis en fuite par les balles bénies à l'eau stellaire que Calice utilisait. Cette théorie fut rapidement battue en brèche quand la surface du lac sanglant se mit à bouillonner. Des flots immondes surgit un colossal drac hideux, dont le corps immense n'avait ni peau ni chair, et dont les orbites vides étaient fixées sur eux. Le monarque cadavéreux que Calice avait abattu était maintenant juché sur le dos de la bête. Le tir avait emporté la moitié de son visage. D'un cri strident, la Goule ordonna à sa monture de prendre son envol et le fit atterrir violemment au bord de la plateforme de contrôle. Le métal protesta, les tuyaux s'aplatirent et les compagnons furent projetés contre les parois de la salle. Un rugissement guttural annonça un autre coup. La cage principale du centre de contrôle trembla, tandis que les poteaux qui la tenaient commencèrent à ployer. Calice, Tôle et Lissa glissèrent vers l'extrémité de la plateforme en tentant frénétiquement de s'accrocher à tout ce qu'ils pouvaient saisir pendant que la monstruosité tournait autour d'eux. Calice et Lissa parvinrent à freiner leur chute, mais à leur plus grande horreur, le dragon mort-vivant asséna un autre coup qui fit basculer Tôle dans le vide vers le réservoir. Il se trouvait 30 mètres plus bas. Calice essaya en vain d'attraper son compagnon lorsqu'il passa à sa hauteur. En vain. En un instant, il avait disparu. Calice et Lissa ne virent pas Tôle plonger dans le lac d'eau ensanglantée. Ils ne virent pas non plus la petite silhouette aux ailes noires qui l'attrapa au vol et le déposa sur une corniche métallique située à l'autre extrémité du réservoir. En revanche, ils virent le drac zombie reculer quand il fut touché par une salve de projectiles incandescents. Des boules d'ombre flammes bleu-noir qui entourèrent son cou et explosèrent dans sa cage thoracique en décomposition. Surpris, Calice observa la scène chaotique qui se déroulait en contrebas. À son grand soulagement, il aperçut là Aniver Tôle, toujours en vie, et accompagné d'une elfe ailée qui avait apporté les renforts dont ils avaient bien besoin. De pâles cavaliers encerclaient le réservoir, projetant le même feu étrange pour incinérer les mange-chairs. Là se trouvait également maîtresse Vérantia et le seigneur Castellan Valus. Ce dernier
détournant des coups de sa lame tout en chargeant la drague blessée qui s'était écrasée au sol. Tandis que la bête se tordait en hurlant au milieu des flammes et de la fumée, Valius sauta sur son dos et décapita le roi Goule d'un revers de son arme. Révénia croisa le regard de Calice et haussa les épaules. Ils se tournèrent tous deux sur les contrôles de la station de pompage. La salle entière parut trembler quand ils lancèrent la procédure d'arrêt d'urgence pour isoler la station du réseau d'approvisionnement de Hammerhall. « Je vous remercie, dit Toll, bien qu'il gardait la main non loin de la crosse de son pistolet. La créature ailée, était-ce une elfe, pencha la tête sur le côté et l'étudia. Il ne voyait pas ses yeux sous sa chevelure. « Je ne t'aurais pas sauvé la vie juste pour te tuer, Aniver Toll, répondit l'elfe. Sa voix était un murmure rauque. « Comment connaissez-vous mon nom ? Je l'ai entendu en songe, peu importe. » Un rugissement assourdissement fit plonger Toll au sol, tandis qu'une ombre incandescente le survolait. Le roi Goule et sa monture étaient en feu, laissant derrière eux une traînée d'ombres flammes, et ils percutèrent le bord du réservoir, broyant nombre de goules contre les pierres. Toll entendit le cri de triomphe de Eggman gueuler, et une volée de traits d'arbalète s'enfonça dans le cadavre fumant du dragon. Pour être sûr, supposa Toll. Les coureurs de crypte ne prenaient pas de risques. Il est rare que les Kénites viennent en aide aux humains sans contrepartie, affirma le répurgateur. Je suppose que votre maîtresse en tire quelque profit. 4 immenses chaudrons de fer noir montés sur des wagons apparurent le long des rives du réservoir, chacun tracté par des dizaines d'elfes. Des prêtresses portant des coiffes élaborées aboyèrent des ordres et les acolytes versèrent le liquide cramoisi que contenaient les chaudrons dans le lac stagnant. Il y eut un sifflement, comme si l'on avait versé de l'eau sur une forge incandescente. Des colonnes de vapeur vivantes s'élevèrent du lac et emplirent toute la chambre. La malédiction se consumera, âme après âme, et la chair après chair, déclara l'elfe ailé. En un sens, vous avez raison, ma maîtresse souhaite en effet qu'il en soit ainsi. Mais je soupçonne Morathi de ne pas se soucier de votre ville, que votre ville se dévore ou non de l'intérieur. Toll fronça les sourcils. Cette créature étrange était-elle en train de lui dire qu'elle servait une autre maîtresse que Morathi Kane ? Cela ne collait pas avec ce qu'il savait du culte kénite. Un fil a été démêlé, déclara l'elfe, mais cela n'est rien comparé à ce qui arrive. Tu dois te tenir prêt, Aniver Toll, quand la ruine se déchaînera.